Bonjour à tous. Ça y est, au Danemark, l'intelligence artificielle sera acceptée au baccalauréat. Et puis partout se développent de nouveaux outils pour venir en soutien aux enseignants, aux élèves. On parle de personnaliser les pratiques pédagogiques. Qu'est-ce qui change? Qui fait quoi? On entend par exemple Google, Gemini, qui a présenté son assistant pour l'éducation, qui est disponible désormais pour les établissements scolaires, y compris en France. Qui fait quoi? Donc, qu'est-ce qui change à la rentrée en matière d'intelligence artificielle? Ce sera notre grand sujet à la une aujourd'hui de Smartech. On aura aussi rendez-vous avec l'économie du mobile. On va parler de la fin des réseaux 2G, 3G. Mais d'abord, je vous propose une interview sur le sujet de l'open source. Open source, une force industrielle. C'est tout de suite dans Smartech. L'interview aujourd'hui, c'est avec Olivier Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le patron de Vates. Alors, vous présentez Vates comme une alternative aux solutions de virtualisation américaines, comme on va citer VMware. Vous utilisez pour ça les logiciels libres. Est-ce que d'être open source, d'utiliser du logiciel libre, c'est le gage forcément d'une souveraineté? Alors, c'est une question intéressante. Je pense que c'est une condition importante, nécessaire, mais pas suffisante. Voilà, il faut utiliser de l'open source, ça permet d'être ouvert, mais il faut savoir le maîtriser, ce code, et c'est ce qu'on fait chez Vates. D'accord. Alors, comment est-ce que vous le maîtrisez? C'est-à-dire, vous faites tout 100% vous-même? C'est vous qui développez votre code? Alors, en partie, c'est-à-dire que sur une partie de notre applicatif, c'est notre code qui est open source, et sur une autre partie, on contribue directement à la communauté en n'ayant vraiment pas un rôle de simple utilisateur, mais un rôle de contributeur important, et donc avec des équipes de R&D qui sont basées en France. OK. Le sujet, c'était, de la question de comment on utilise finalement cette open source pour en faire une vraie force industrielle. Industrielle, c'est-à-dire, c'est pas pour l'industrie, mais ça veut dire qu'on y pense comme une arme, en fait, de décolonisation numérique. Tout à fait. Et en fait, pour y parvenir justement, il faut l'utiliser, le maîtriser et le packager, le transformer en produit utilisable. Le terme industrialisation est très bon dans ce contexte puisque parfois l'open source le logiciel libre a une image, on va dire, de choses un petit peu comme un meuble à monter Ikea où il faut avoir un certain savoir-faire. C'est pas forcément comme un produit commercial qui est Mmh. directement disponible sur étagère. Notre rôle chez Vates, c'est justement de transformer du logiciel en un produit. Et c'est vraiment ça qui permet ensuite de devenir une solution à l'échelle industrielle. Alors, je citais VMware, que j'imagine que pour vous, c'est une grosse opportunité, ce qui s'est passé avec le rachat de VMware par, Broadcom? C'est ça. Ouais. Même plus qu'une opportunité parce qu'en fait, Broadcom, Enfin, ça a tellement été, une c'est catastrophe pour le ben, marché, pour tout le les marché, alors que entreprises. VMware est en position de leader de très, très loin par rapport à tous les autres acteurs, leader technologique, des moyens gigantesques et Broadcom a Quand je effectivement dis une une catastrophe, c'est stratégie. une catastrophe économique, hein, Ah parce bah, que oui, voilà, voilà, pour les les prix ont utilisateurs du gravement logiciel, augmenté. voilà, exactement, pour les utilisateurs, quand Broadcom a racheté, ils sont dans une logique purement financière, avec donc une explosion des coûts pour les utilisateurs qui se retrouvent finalement dans une impasse et qui doivent chercher des solutions alternatives. Mmh. Et donc pour nous, acteurs justement alternatifs à cette solution, aujourd'hui, c'est un marché qui s'est ouvert de plusieurs dizaines de milliards à l'échelle mondiale. Donc c'est une opportunité presque unique sur ce marché depuis sa création au début des années 2000. Donc là, vous avez une opportunité unique, vous avez un outil, vous me dites: «Aujourd'hui, nous, on sait le packager, pour en faire véritablement un objet industriel». Comment on va aller chercher ces milliards alors? Quand Alors, on est une entreprise française? tout à fait. Alors c'est assez notable, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt les gens qui viennent nous chercher, ce qui est assez remarquable. On est une Qui entreprise française. Alors précisément? qui précisément? Eh ben, c'est intéressant parce que depuis quelques années, 100 de nos clients viennent de VMware, donc c'est clairement de là d'où vient le business Oui. et ces gens sont principalement aujourd'hui, des grands comptes basés aux États-Unis, ce qui semble un petit peu ironique pour une entreprise française. OK. Mais aujourd'hui, on fait 50 de notre chiffre d'affaires uniquement aux États-Unis. C'est un petit peu les premiers à avoir réagi à la menace, à avoir saisi l'opportunité et on sait qu'ils aiment prendre plus de risques. Ils sont un peu moins conservateurs sur leurs choix technologiques. Et donc, Mais ces comment grands vous êtes comptes, apparu dans leur référencement? oui, ben, on est référencé Gartner, par exemple, donc qui nous a listé comme solution. Et ils n'hésitent pas à décrocher leur téléphone, à appeler l'éditeur directement et nous dire, bah voilà, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution? OK. Et aujourd'hui, vous pensez que la France pourrait vraiment être un acteur clé dans la virtualisation? Oui, le timing est juste un petit peu différent, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe a pris un peu plus de temps à comprendre ce qui se passait avec Broadcom. Elle est un petit peu plus frileuse à prendre des décisions, utiliser des alternatives. Mais étant un acteur français dont la R&D est faite en France et qui est détenu par des capitaux uniquement français,
il y a on va dire un argument supplémentaire, surtout dans le contexte géopolitique aujourd'hui, d'autonomie stratégique. Alors on n'utilise pas forcément le mot souveraineté, mais d'autonomie stratégique Mmh. pour les acteurs européens en disant, peut-être faites confiance à un éditeur dont le développement est fait en France et la R&D est faite en France. Ouais. Mais ça, vous vous adressez à qui là? Alors aujourd'hui, le marché européen, les premiers qui réagissent sont plutôt les acteurs, on va dire, un peu stratégiques ou sensibles, comme le monde de la défense ou de la cyber. On peut citer notamment le cybercommande italien, qui a été le premier en Europe à ouvrir le bal un peu sur des migrations massives depuis VMware vers notre solution. Mais aussi, on intéresse clairement des entités liées au monde de la défense, que ce soit des entreprises privées, mais qui travaillent avec le public. D'accord, et vous arrivez facilement, à frapper à la porte, Alors, à obtenir le bon interlocuteur pour les c'est convaincre long. ici en Europe? C'est long? C'est long. En Europe, c'est un peu plus compliqué puisque le marché est beaucoup moins direct. C'est un marché qui fonctionne beaucoup plus avec des intermédiaires, des intégrateurs, etc. Donc, on a vraiment dû commencer à reconfigurer notre stratégie commerciale pour l'Europe, alors qu'on est une entreprise française, ça manque pas de sel. Mais au final, voilà, on commence à savoir bien adresser aujourd'hui le marché européen. Donc ça, c'est l'hypercroissance là pour vous en ce Ah moment? bah aujourd'hui, on a multiplié par 5 les effectifs en 3 ans, Ah oui. depuis l'opportunité qui s'est ouverte. On est passé de 20 à une centaine d'équivalents temps plein. Donc oui, c'est un problème en soi, il faut savoir le gérer, Il un faut savoir gérer, challenge, ouais. parce qu'effectivement, tout grandit d'un coup, Et les équipes. c'est un super apprentissage. Merci beaucoup Olivier Lambert d'avoir Merci été à vous. avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de Vadès. Allez, c'est l'heure de notre sujet à la une aujourd'hui de Smart Tech. On va parler IA et éducation. Intelligence artificielle et éducation, ça bouge quand même en cette rentrée. On va en parler avec mes invités tout de suite. On a notamment au Danemark l'IA qui va être acceptée au baccalauréat et puis partout des nouveaux outils d'intelligence artificielle qui viennent en soutien aux enseignants, personnaliser les pratiques pédagogiques. On va voir véritablement à quoi ça sert, quels sont ces nouveaux usages qui s'imposent à l'école et puis comment l'école réagit, comment les élèves s'emparent ou non de ces outils. Qu'est-ce qu'on fait avec les outils qui sont proposés aussi par les GAFAM? Parce qu'on a vu Google présenter son assistant Gemini pour l'éducation et être prêt à s'installer dans les établissements scolaires français notamment. Alors on en parle avec Marie-Christine Levet. Bonjour Marie-Christine, Bonjour Delphine. fondatrice d'EduCapital, donc le plus grand fonds européen d'investissement dans le domaine des EdTech, donc les technologies pour l'éducation, et également pour le futur du travail. Avec vous sur ce talk, nous avons Catherine de Vulpillère. Bonjour. Vous êtes Bonjour. la directrice générale, la cofondatrice d'Evidence B. On a parlé beaucoup d'Evidence B il y a quelque temps, puisque vous êtes à l'origine de Mia Seconde, qui a été annoncé par Gabriel Attal comme étant un nouvel outil d'IA en soutien aux élèves de seconde pour les mathématiques. C'est pas le seul outil que vous proposez, mais disons que c'est celui qui fait vraiment parler de lui, d'autant plus qu'il est généralisé. Exactement. À la rentrée, pour les 800 000 élèves de seconde générale technologique et professionnelle, gratuitement. Et c'est des mathématiques, 24 modules de mathématiques et de français aussi, plus de 20 000 exercices. Et avec, en effet, de la personnalisation des parcours. Alors, on va en parler, mais je sais aussi que vous êtes une spécialiste des sciences cognitives et je me demandais s'il y avait des enseignements nouveaux que nous apportaient les sciences cognitives sur la manière d'apprendre avec des agents. Oui, exactement. Alors effectivement, nous, notre ADN chez Evidence B, c'est cette combinaison de sciences cognitives et d'IA. Vous l'avez dit, sur les fondamentaux, parce que ce qui nous importe d'abord, c'est que les élèves apprennent mieux Ouais. les maths, le français, leur langue, une autre langue. Et donc effectivement, les sciences co, elles apportent deux savoirs, si je puis dire, deux éléments de résultats de recherche. Le premier, c'est sur ces fondamentaux, c'est-à-dire comment est-ce que le cerveau apprend le nombre, la fraction, le calcul littéral, etc., pour ne parler que des mathématiques. Et ça, on sait des choses. Et nous, on a déjà des activités très spéciales. Donc, dans Mia Seconde, par exemple. Exemple, oui. Et absolument. Dans Mia Seconde, par exemple, eh bien, on a des modules sur l'apprentissage de la proportion. Et on a fait du transfert de recherche avec des laboratoires de recherche. Par exemple, le laboratoire d'Emmanuel Sander à Genève, qui travaille sur les nombres, qui travaille sur la résolution de problèmes, sur la proportion. Et qu'est-ce qu'on a découvert sur cet Alors, apprentissage des nombres? alors, par exemple, sur le nombre, ce qu'on sait, c'est qu'en naissant, on a des qualités innées, des compétences innées sur le nombre. Et ce qu'on a appris avec les sciences cognitives, c'est comment accompagner ces compétences innées, et là aussi les sciences co aident, pour gravir les petites marches de cette cognition mathématique. Donc nous, ce qu'on a, c'est des activités, par exemple, sur le nombre, c'est extrêmement important de pouvoir, pour avoir, même en seconde, une bonne connaissance des nombres, placer des nombres sur la ligne numérique, faire le rapport entre la numérosité qui est dans le cerveau est à un endroit spécial et l'espace qui est à un endroit très proche. C'est extrêmement prometteur en fait de progrès en mathématiques. Donc ce sont ce type d'activités qu'on met. Et ce qu'apporte les sciences co, c'est aussi sur ce qu'on appelle la métacognition, comment en général l'humain apprend.
Et là, effectivement, ce qu'on sait notamment, et c'est dans cette perspective qu'a travaillé Pierre-Yves Oudéier du laboratoire Flowers à INRIA, avec qui on travaille, dont on transfère les recherches dans nos algorithmes de MIA, par exemple, c'est que l'humain, en fait, il aime apprendre, mais que pour apprendre correctement, il a besoin d'être motivé, hein. Donc, c'est la notion de curiosité intrinsèque, de motivation intrinsèque, et donc d'encouragement, et donc d'être dans une zone de progrès tout le temps. Et ça, l'algorithme qu'on a dans MIA, c'est un algorithme, c'est pas de l'IA générative en fait, hein, c'est du machine learning, et donc qui va permettre de détecter tout le temps où en est l'élève et de lui donner l'exercice qui est ni trop facile ni trop difficile pour motiver en fait. Parce qu'en maths, il y a ces difficultés cognitives qu'on évoquait, mais il y a aussi le cercle vicieux en fait de la démotivation ou le cercle vertueux de la motivation. Finalement, je suis nulle, j'y comprends rien. Voilà, et pour les filles en particulier. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Les filles qui sont bonnes en maths jusqu'à une certaine classe. Mais... Exactement. Ouais. Et là, c'est des leviers en fait pour aussi endiguer le décrochage scolaire en mathématiques grâce à cette motivation. Donc ça, c'est le cœur de réacteur presque de l'IA qu'on porte. Cette notion avant la technologie, en fait, c'est comprendre les mécanismes d'apprentissage. Elle est importante, cette rentrée, pour les EdTech, Marie-Christine Levet. Comment vous la voyez? Oui, elle est importante comme toutes les rentrées parce que l'IA, c'est vraiment une révolution. Une révolution dans les usages pédagogiques, à la fois pour les professeurs et pour les étudiants. D'ailleurs, dans les 400 millions d'utilisateurs d'OpenAI, 350 millions sont des étudiants. Donc, les étudiants se sont massivement emparés de cette technologie. Les professeurs commencent à y venir. Il y a une étude qui a été parue récemment qui montre que 50% des professeurs l'utilisent toutes les semaines. Il n'y a que 20% Mais de pourquoi professeurs... faire? Parce que ça dépend. Est-ce que c'est pour travailler, Alors, les professeurs s'en sont vraiment emparés pour préparer leurs cours. Donc, c'est vraiment aujourd'hui rentrer dans les usages où on va chercher de l'information et ça leur fait gagner énormément de temps. Donc, la préparation des cours, la préparation des quiz, des exercices et aussi faire des activités qui sont un peu plus engageantes pour les élèves. Et aussi qui peuvent être à la fois du podcast, de la vidéo. Voilà, donc, les professeurs commencent à s'en emparer, mais il faut énormément les former. On a un énorme sujet de formation des professeurs. Et là, ça bouge. J'ai l'impression que il se passe des choses, là. Ça bouge. Cette rentrée 2025-2026. Ça bouge. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a annoncé 20 millions pour ce qu'on appelle le geste enseignant, c'est-à-dire des outils pour les professeurs. Donc, voilà, on espère qu'il y aura une certaine stabilité politique. C'est le plus important dans l'éducation et dans la tech, c'est qu'on ait une stabilité politique pour ne pas recommencer à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre. On a quand même eu 7 ministres depuis 2017. Donc, à un moment donné, pour ne pas recommencer à chaque fois et réinventer la roue et avoir une continuité dans l'usage et former les professeurs à de nouveaux outils. Donc, voilà, donc cette rentrée est très importante. Et c'est vrai que l'IA révolutionne à la fois le métier des profs. Donc, il va falloir aussi créer de nouveaux parcours de pédagogie. Et pour les élèves, moi, je trouve que la révolution la plus importante, c'est vraiment cet apprentissage personnalisé. Voilà, on en parle peu, c'est ce que fait Evidence B, et c'est vraiment de dire, finalement, c'est le tuteur IA. C'est qu'on offre à chaque élève. Mais comment est-ce qu'on reste une classe quand même? Comment est-ce qu'on reste dans le collectif, l'apprentissage tous ensemble? Parce que, on voit bien la nécessité d'être accompagné seul à seul à la maison, mais il y a ce temps commun en classe. On commence à avoir un petit peu de recul d'ailleurs sur l'utilisation de ces outils parce que Mia Seconde a déjà un peu d'expérience sur l'année précédente. Et même l'année d'avant. Et même l'année d'avant. Donc c'est déjà 2 ans, ça passe tellement vite. Il y a 20 000 élèves l'année dernière qui ont utilisé. Donc qu'est-ce que vous avez comme premier retour sur les utilisations? Oui, tout à fait. Donc l'année dernière, il y a eu quand même... Mia, c'est une des ressources sans doute les plus expérimentées de toute l'éducation nationale. Parce que les maths, c'est un sujet important. Voilà. On a envie de progresser. Exactement. Donc l'année précédente, il y avait quand même eu 8 académies avec un taux d'usage très fort des enseignants et des élèves, 96% d'usage. Voilà. L'année dernière, il y a eu donc presque 900 professeurs qui l'ont utilisé, 20 000 élèves dans plus de 300 lycées, 4 millions d'exercices faits, etc. Donc les retours qu'on a par rapport à ça, et pour répondre aussi à votre question sur la classe, effectivement, c'est d'abord des résultats. J'ai évoqué un usage tout à fait important
important. On a, par rapport à ces sciences cognitives, un taux de succès qui est toujours au-dessus de 70%. Donc, en fait, ça marche effectivement pour motiver les élèves. Et on a une autre mesure. C'est quoi ce taux de succès? En fait, c'est que Ça les mesure élèves, quoi ils sont, exactement? c'est la réussite De bonnes des élèves. réponses. Oui, de bonnes Ok. réponses au fil du temps. Hein. Donc, D'accord. bon, ça change quand même un petit peu par rapport à ce qui se passe dans la classe au jour le jour. Et puis, on a une autre mesure qu'on peut avoir grâce à nos données, qui est quand on divise la cohorte de tous ces élèves en 3 groupes, quand on prend les 15% les plus faibles, donc ceux qui sont potentiellement, surtout en seconde et en seconde pro, etc., à risque peut-être de décrochage, hein, quand on n'a Oui. pas les fondamentaux au début de la seconde, eh bien ceux-là, ils progressent plus vite que les autres et plus que les autres, que les 2 autres groupes. Et donc, on voit que c'est une forme d'antidote quand même, justement, au décrochage. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, c'est un outil qui doit être utilisé à bon escient, comme toute la tech, comme tout outil, d'une certaine manière. Aucun élève fait Mais des on exercices. l'utilise avec le professeur en classe, avec ses Tous les camarades, usages seul chez existent. soi. Voilà, donc il y a différents modes dans MIA, donc tout est possible. Le professeur peut tout à fait construire des groupes, il peut affecter des ressources à un groupe, à toute sa classe. Mm. Il a des tableaux de bord, ça c'est très important, l'enseignant, pour voir en direct ce qui se passe dans ces différents groupes. Donc c'est un usage possible. Ça peut être justement à la maison. L'avantage de l'algorithme, c'est qu'il est offline, hein, donc même on peut tout à fait faire ça dans le bus en rentrant de chez soi, etc. Voilà. Et puis vous évoquez le collectif, Oui. et effectivement il y a par exemple un mode collaboratif. Enfin, il y a plusieurs modes collaboratifs, mais il y en a un en particulier qui s'appelle le mode duo, et où l'enseignant peut choisir de créer des binômes, des groupes, en fonction justement de ses tableaux de bord, puisqu'on a des tableaux de bord assez complet aussi, quoique simple d'accès, mais voilà. Et là aussi lié à de la tech, hein, et à de la pédagogie. Et effectivement, il peut faire des binômes, etc. Donc voilà, tout est Et possible. l'IA, ce qui est très intéressant, c'est que l'IA répond aussi à un problème énorme qui est la non-homogénéité des classes. Mm. Il peut y avoir des différences de niveau jusqu'à des fois 3 ans dans une même classe. Et là, grâce à l'IA, finalement, c'est comme si c'était un professeur particulier qui donne des exercices différents, hein, aux élèves qu'il a. Là, on peut le faire sur des classes de 40, puisqu'on peut avoir pour chaque élève son propre parcours. Et c'est vraiment aujourd'hui le besoin le plus Et la important. guerre qu'on fait aux écrans aujourd'hui à l'école, elle va pas compliquer un peu la tâche pour imposer ces nouveaux outils? Imposer, en tout cas pour proposer ces nouveaux outils. En général, la plupart des écoles qui proposent ça sont équipées d'ordinateurs ou de tablettes. Ouais. Mm. Bon, donc il Oui. n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà. Et encore une fois, c'est pas 2 heures par jour. Ouais. Voilà. Après, comme je dis toujours, s'il y avait une addiction, si les 5 heures Oui. par jour faites par les élèves étaient faites sur des exercices De maths, en fait, on je serait pense content. que voilà, on serait content. C'est plutôt C'est ce les que confirme 4 d'ailleurs, heures, PISA. les 4h50 Voilà. faites sur du TikTok Sur ou les réseaux autres sociaux. réseaux sociaux. C'est ça le drame. Je lançais dans le sujet l'idée qu'on avait quand même les GAFAM qui étaient bien positionnés aussi sur ces EdTech. Comment ça se passe aujourd'hui en France, en Europe? On utilise d'abord nos tech nationales, européennes ou... Je pense qu'il y a vraiment un sujet très important, hein, et c'est important de créer des EdTech françaises et européennes pour préserver nos valeurs aussi. Et à un moment donné, toutes ces EdTech éducatives, elles utilisent bien sûr les grands modèles de langage, mais elles utilisent aussi des ressources scolaires. Et donc, à un moment donné, elles ne se basent pas que, ce n'est pas que du chat GPT. Et par exemple, si on prend le domaine de l'histoire, je pense qu'à un moment donné, c'est important qu'on apprenne l'histoire, non pas à la manière de ce que l'Amérique raconte sur l'histoire ou de ce que peut-être les Chinois vont raconter sur l'histoire, et qu'on préserve nos valeurs européennes. Et Oui, donc, fait très bien ça déjà. Hein. voilà. Et donc c'est important de S'approprier les créer des filières EdTech européennes. Ouais. En tout cas, quand Mais il y a ça s'adresse... il y a un soutien du côté de l'éducation nationale, aux tech françaises en particulier. Oui. Oui, on peut dire qu'il y a un tout à fait, soutien. oui. Et c'est vrai qu'il y a quand même, quand on s'adresse aux élèves, de toute façon, il y a des questions de sécurité, des données. Donc, Oui. en fait, par exemple, nous, MIA, c'est un partenariat, c'est un projet qui a été co-mené avec DocaPost. Et donc, il y a le système Sur SecNum l'hébergement. Cloud sur l'hébergement. Donc, c'est une cloud garantie, en fait, quand même, que les données des élèves ne vont pas aller se promener n'importe où. Il y a une anonymisation, etc. Donc, des données. Donc, tout ça est quand même sécurisé. Et finalement, permet quand même une efflorescence aussi des tech françaises. Alors, il y a un sujet quand même avec l'IA et l'utilisation des chatbots que tout le monde connaît. C'est les élèves s'en emparent aussi pour discuter, comme avec un camarade, comme un confident.
Donc ça va poser des questions de modération, des questions de protection de la vie privée. Comment est-ce qu'on appréhende cette difficulté en fait de laisser l'intelligence artificielle s'emparer d'une relation avec les élèves pour les aider dans leur apprentissage et leur bien-être à l'école et en même temps prendre toutes les précautions nécessaires? Je pense qu'il est important aussi de former à l'IA. Donc là, à la rentrée, on a appris que les quatrièmes et les secondes vont avoir des formations à l'IA. Encore faut-il que les gens qui les forment à l'IA soient aussi Ouais. eux-mêmes formés. Mais bon, mes quatrièmes secondes, c'est à un moment donné où voilà, on commence à apprendre un peu à se forger son esprit critique, etc. C'est fondamental d'avoir Qu'est-ce une que formation, peut faire l'IA, voilà, qu'elle qu'est-ce qu'il sait peut faire, faire, les est-ce qu'elle- dangers, Ouais. de comprendre les choses. Et aussi, c'est fondamental, je trouve, moi, que le professeur, même si les élèves utilisent l'IA, parce qu'on ne pourra pas aller contre la mécanique, le tsunami qui s'est engagé. Donc, même si les élèves utilisent l'IA, c'est important aussi en classe qu'ils puissent avoir un esprit critique et avoir un esprit critique sur ce que l'IA leur a dit. Et ça demande de la formation, des moments privilégiés en classe pour le faire. L'IA au baccalauréat au Danemark, vous vous dites super, enfin ça bouge en Europe. Bah, oui, je pense qu'il faut, enfin, ça rejoint ce que disait Marie-Christine Levet. En fait, il faut prendre acte en fait de ça et du coup construire aussi des évaluations qui tiennent compte de ça et des évaluations Ouais. qui vont mettre en œuvre d'autres compétences que celles qui étaient autrefois finalement simplement redonner des connaissances, etc. Donc je pense que ça va plutôt C'est dans pas le bon juste sens. un nouvel outil numérique, hein, c'est vraiment quand même de re-questionner la Ouais. manière Oui, dont oui, on oui. enseigne. Qu'est-ce qu'on enseigne Ouais. aussi? Ouais, question d'enseigne, et ça re-questionne aussi tout le process pédagogique, parce que le devoir à la maison tel qu'il était fait, Ouais. où, voilà, il a peut-être moins d'utilité, Oui, et oui. par contre, il va falloir apprendre à développer l'esprit critique, développer aussi la présentation à l'oral, etc. Donc C'est un c'est une énorme, énorme révolution ouais, des pratiques pédagogiques. un énorme défi. Et est-ce que vous attendez quelque chose de l'Académie de l'IA qui est proposée dans le plan Oser l'IA par la ministre Clara Chapaz et qui doit développer une offre de formation justement à l'intelligence artificielle? Est-ce que il peut se passer des choses, Tout des ce qui peut liens? être fait, je pense, les cafés IA, etc., tout ce Ouais. qui vulgarise l'IA, qui montre les impacts, qui montre les dangers, est positif, quoi. Mm. Parce qu'il y a aussi une crainte Ouais, mais il de faut un l'IA. plan Par exemple, d'envergure au il niveau faut de un plan, l'éducation nationale. il faut un plan d'envergure. Je pense que déjà la priorité, elle est sur la formation des profs. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, il y a quand même 20% de profs qui sont réfractaires à Ah l'IA. oui, oui. Et je pense que dans des outils comme les nôtres, c'est important d'expliquer ce que c'est faire l'IA, ce qu'elle ne sait pas faire, hein. Typiquement, donner aujourd'hui des retours personnalisés à chaque élève en lui expliquant pourquoi c'est juste, pourquoi c'est faux, ça c'est de la science-fiction. Il n'y a personne qui peut faire ça de manière sérieuse. De la même manière, Marie-Christine l'évoquait tout à l'heure sur les contenus, hein. Il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui vont aller proposer des contenus, mais qui sont piochés, je dirais, hein, dans le tout venant. Or, en fait, les contenus, la qualité des contenus, la qualité de ces retours, c'est très important. Donc, c'est vrai que nous, Evidence Based, c'est ce qu'on fait, c'est Evidence-Based Education, hein, donc Ouais. on ne fait que du transfert de recherche, et ça ne va pas aussi vite que ce qu'imaginent la plupart des gens. Mhm. Donc, d'expliquer pourquoi là, on peut donner un retour personnalisé, pourquoi on ne peut pas le donner, etc. Je pense que c'est important de remettre aussi à sa juste mesure ce que peut faire aujourd'hui l'IA. Reprendre même le si temps, c'est- comme on le fait avec Oui. les manuels Voilà. classiques. Même si ce sont des promesses énormes, il faut tout à fait, mais qui ne sont pas aujourd'hui. Voilà. Et il y a un autre sujet. Alors, juste pour terminer. Oui, pardon. C'est Allez-y. celui de quand même de la durabilité de l'IA générative, hein. Je pense que c'est un point aveugle aujourd'hui. On a Oui. l'impression que c'est gratuit, que ça ne coûte rien, que les élèves apprennent que pour faire une addition, utiliser l'IA générative, c'est très coûteux, c'est une chose. Et là, il y a des enjeux très forts en fait à utiliser l'IA générative à bon escient pour ce qu'elle sait faire, des plus petits modèles, etc. Merci beaucoup, Catherine de Villepillière, qui est directrice générale cofondatrice d'Evidence B, d'avoir été avec nous, ainsi que Marie-Christine Levet d'Edu Capital. Merci encore. Merci. À suivre, c'est notre rendez-vous sur l'économie du mobile. On termine cette édition avec Jérôme Bouteiller, le fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Aujourd'hui, tu t'intéresses à l'extinction programmée des réseaux 2G, 3G. Un arrêt qui pourrait entraîner quand même pas mal de dysfonctionnements de ce qu'on entend. Mais on va peut-être rappeler ce que c'est déjà la 2G.
Et oui, la 2G, c'est une technologie que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. Deuxième génération de téléphonie mobile, elle a succédé à une première génération dans les années 80, analogique, gourmande en électricité, très chère, elle n'a pas connu le succès. Mais par contre, c'est cette 2G qui était la première génération numérique qui a permis d'avoir des téléphones très compacts, pas chers, et qui s'est vraiment démocratisé en France et partout dans le monde. C'est également cette 2G qui a permis de démocratiser l'Internet mobile avec le WAP, le GPRS et le Edge. C'est ce petit E qu'on retrouve encore sur son téléphone portable dans les zones où il n'y a ni couverture 3G, ni couverture 4G, ni couverture 5G. En général, c'est quand on fait une grimace, là, le petit E. Et donc, cette 2G va s'éteindre. Oui, parce qu'elle est de moins en moins utilisée. Les opérateurs pointent aussi des problèmes de sécurité. Et puis, en fait, ils ont besoin du spectre radio de cette 2G pour pouvoir déployer de nouveaux réseaux, hein, comme la 5G. Et en France, les grands opérateurs ont prévu donc l'extinction de cette 2G dès l'année prochaine, en 2026. Et ça pourrait se faire en 2029 pour la 3G. Et ça va démarrer, en fait, très prochainement, au printemps prochain, puisque Orange, par exemple, prévoit l'extinction de ses antennes 2G dès le mois de mars. Dans le sud-ouest de la France, du côté de Biarritz. Et la France n'est pas une exception, hein. Dans le reste de l'Europe, l'extinction est également annoncée pour la fin des années 2020 à l'horizon 2030. Et c'est déjà une réalité dans des pays comme la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Avec quel impact pour les utilisateurs? Alors, on rappelle que l'extinction de la 2G, ça consiste à débrancher les émetteurs, les antennes 2G qu'on retrouve en haut des mâts, sur le toit des immeubles ou à la campagne, dans les zones rurales. Et la suppression de ces antennes 2G va rendre du jour au lendemain obsolètes des téléphones mobiles qui utilisaient donc la 2G pour la réception et qui ne pourront plus capter le réseau téléphonique. Alors, on peut citer le Nokia 3310, qui était Ouais, culte. une star dans les années 90, qui dort peut-être au fond de nos tiroirs et qui est encore assez utilisé par les personnes âgées ou des enfants qui apprécient sa simplicité et sa rusticité. Mais c'est également le cas du premier iPhone, qui avait été lancé en 2007, si je ne dis pas de bêtises, et qui n'était que 2G. Exact. Et pour les entreprises, quel impact? Alors là, on va avoir un impact un petit peu plus problématique puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont recours à ce qu'on appelle le machine-to-machine, des connexions qui passent par les réseaux cellulaires et qui reposent sur la 2G. Alors concrètement, ça peut être des terminaux de paiement pour les cartes bancaires, ça peut être des distributeurs automatiques, des alarmes, des dispositifs d'alerte dans sa voiture, dans son ascenseur, dans son domicile. Donc tous ces modules reposent depuis 20 ans sur le GPRS et le Edge, des systèmes 2G qui seront inutilisables dans quelques mois. Et les professionnels doivent impérativement migrer vers des nouvelles solutions 4G ou 5G. On estime qu'en France, il y a à peu près 2 millions de téléphones et de dispositifs IoT qui reposent sur la 2G et 100 000 modules, par exemple, de téléassistance, ce qui va provoquer un problème pour les personnes âgées, isolées, qui sont surveillées et qui, aujourd'hui, c'est le seul lien pour les aider en cas de détresse vitale ou de problème de santé. Et il y aurait d'autres solutions? Alors, cette précipitation pourrait effectivement mettre des milliers de personnes en difficulté. Certains professionnels de l'assistance ou des ascenseurs avaient préconisé, par exemple, qu'on éteigne en priorité la 3G pour libérer des fréquences, mais qu'on conserve la 2G encore quelques années. Ouais. Malheureusement, les opérateurs ont balayé cette hypothèse, ça a été confirmé par l'Arcep, et donc l'extinction aura bien lieu normalement l'année prochaine. La seule hypothèse pour gagner encore un petit peu de temps, ça serait que ça devienne un sujet politique. On sait qu'on va avoir une rentrée extrêmement agitée sur le plan politique et peut-être que certains dirigeants pourraient juger que cette décision d'extinction de la 2G pourrait être reportée de quelques mois, je propose, au-delà des élections présidentielles de 2027. C'est peut-être pas la priorité. À voir. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, et merci à tous de nous avoir suivis. C'était le grand retour de Smart Tech sur vos écrans, sur la chaîne Be Smart for Change, et vous nous suivez aussi, je sais, sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech. Au revoir à tous.